Bonjour Tom. Bonjour. Bonjour. Merci de t'être connecté. Alors, je n'ai pas reçu d'informations par rapport à Non. ce que tu voulais voir aujourd'hui. Oui, bah, comme la semaine dernière, c'est possible. Alors, on va étudier un texte de Manon Lescaut. Parce que moi, tu sais, moi, je fonctionne très simplement. Si tu m'envoies ce que tu veux faire, on le fait. S'il faut deviner, bah, je le fais pas, hein, parce que D'accord. faut un petit peu de communication. Alors, on y va. Alors, on va faire un point sur l'abbé Prévost et son ouvrage phare Manon Lescaut. Ça me semble important puisque c'est un texte qui, de toute façon, est au programme du bac de français. Alors, l'abbé Prévost est un écrivain du XVIIIe siècle, connu pour son histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, autrement appelé Manon Lescaut, paru en 1731. Son œuvre s'inscrit dans le mouvement du roman mémoire, caractérisé par la narration à la première personne et un mélange entre réalité et fiction, et il est marqué par une vie plutôt mouvementée entre engagement religieux, voyage et exil. Donc, ce qui est intéressant de retenir avec Prévost, c'est qu'il propose des récits où l'amour et la passion s'opposent aux conventions sociales. Est-ce que c'est un auteur que tu as travaillé en Non, classe? Ah, non. d'accord. Et est-ce qu'il fait partie de ton corpus? Je ne crois pas. Non. Attends, je suis en train de regarder. Non, il n'est pas dans ton corpus? Je crois pas. Non, effectivement, il est pas dans ton corpus, d'après ce que je vois, mais c'est toujours intéressant à travailler. Toi, tes professeurs ont fait le choix de prendre un autre ouvrage pour son mouvement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord l'étudier un petit peu là pendant une quinzaine, vingtaine de minutes. Et comme la dernière fois, de manière je pense que ça va te prendre 30 minutes, 40, enfin, jusqu'à la fin du cours en réalité, tu vas étudier, je suis en train de le choisir. Tu vas m'étudier l'extrait numéro 4, argumentation, œuvre intégrale, les caractères de la bruyère, en résonance avec ce D'accord. qu'on a fait la dernière fois, parce qu'à mon avis, vous l'avez quand même de manière assez présente dans votre corpus. Il revient quand même à plusieurs reprises. C'est pour ça que l'abbé Prévost, ça peut être intéressant, mais brièvement, puisque l'histoire littéraire est importante. Et puis même la dernière fois, ton commentaire était un peu limité en histoire littéraire. Donc c'est important d'avoir quelques références. Et puis même pour la dissertation, si tu es amené à la choisir, il faut absolument des références. Alors je continue. D'accord. Le diaporama te sera envoyé en fin de cours. Alors, Manon Lescaut, c'est le dernier volume des mémoires et aventures d'un homme de qualité. C'est quelque chose qui est assez rapidement devenu un roman indépendant et l'histoire, même la narration même de cet opus, c'est que l'abbé Prévost, il raconte la passion tragique entre le chevalier des Grieux et Manon, qui est une jeune femme séduisante mais vénale, donc qui est prête à sacrifier l'amour pour le confort matériel. Donc d'emblée, on a une question morale ici qui se pose, et étant donné que la notion de l'amour à proprement parler n'est pas abordée dans les caractères de la bruyère, pas forcément vocation à faire un parallèle, ne serait-ce que de fond, néanmoins sur la forme, puisque nous sommes sur deux grands moralistes, ça peut être intéressant de les rapprocher. Alors, le récit explore la tension ici entre sentiment et raison, morale et désir. C'est c'est plutôt dans dans le thème.
Et donc sur le parcours personnage en marge, plaisir romanesque, qui est un parcours qui est au programme du baccalauréat de français, il interroge la place des héros marginaux dans la littérature et leur relation romanesque. Des et Manon, ce sont des figures plutôt transgressives. Lui, c'est un noble qui renonce à la raison pour la passion. Elle, c'est plutôt une femme libre qui va ici défier les normes sociales et de manière générale la société en son sein. Et leur histoire illustre le plaisir du romanesque à travers l'intensité des sentiments et les péripéties tragiques. Bon, si on a une représentation de Puccini par rapport à son drame lyrique, qui est un peu une réinterprétation de Manon Lescaut, qui est en fait un opéra. Alors, là, il y a un passage que je ne vais pas te faire étudier, mais néanmoins, je te le laisserai dans le diaporama. Il est, euh, il est intéressant puisqu'il mérite, à mon avis, d'être étudié et ça peut te donner des références. Ça, c'était l'analyse un petit peu linéaire de ce passage-là. Donc, j'avais fait la correction. Donc, si ça peut t'intéresser, je te le donnerai dans dans le diaporama. Maintenant, on va passer à ce qui t'intéresse, c'est-à-dire travailler le corpus. Alors, le corpus, de toute façon, de manière générale, il faut absolument maîtriser chaque texte de manière assez précise. C'est pour ça que je pense que là, on va travailler le texte 4, argumentation, œuvre intégrale, des caractères de la bruyère. Donc, comme la dernière fois, en autonomie, je vais te demander ici, pour gagner du temps, par contre, là, on va pas faire tout. Donc, œuvre intégrale, les caractères de la bruyère. Alors, ici, sur ce texte-là, hmm, idéalement, parce que là, on est dans le chapitre 8, il faudra me rédiger en entier, cette fois-ci, l'introduction, me donner l'hypothèse de lecture, cette fois-ci rédigée, hein, et me donner ensuite les mouvements et la conclusion. Pour ça, je te laisse jusqu'à 9h45. Ça me semble être suffisant. Et on va pouvoir ensuite corriger sur les 15 minutes restantes et essayer de voir ce que tu as pu trouver sur ces points-là. D'accord. Allez, je te tiens au courant si tu as besoin je sais Oui. pas, de questions ou quoi sur la forme. Sinon, je te Ah, laisse en autonomie. juste, du coup, je fais le développement quand même ou pas? Non, le développement, non, non, tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps de D'accord. tout rédiger en 45 minutes, c'est pas possible. D'accord.
Comme ne pas hésiter, hein, si tu as des questions, je suis là. Moi, de mon côté, je suis en train de préparer la correction. Oui, pour l'instant, ça va, merci.
Voilà, bah, moi, je pense avoir terminé. Alors, très bien. Alors, écoute, on va procéder donc à la correction. Est-ce que je peux t'entendre sur l'introduction? Oui. Donc, dans ce commentaire, nous allons étudier le fragment 74 du livre 8 des caractères de La Bruyère. Jean de La Bruyère est un moraliste français du XVIIe siècle. Il est connu pour son unique œuvre Les Caractères. Cet ouvrage présente des pièces littéraires montrant l'esprit des courtisans au XVIIe siècle. Dans ce fragment est présenté un jeune aventurier qui est en train de décrire un peuple. Il y présente le type de personnes qu'il peut y avoir ainsi que leurs habitudes. Afin d'étudier plus en détail ce texte, nous allons répondre à la question: comment La Bruyère nous fait la satire des courtisans dans le fragment 74 du livre 8 des Caractères. Nous allons voir dans un premier temps comment il nous parle des personnes que l'on peut rencontrer dans cette région. Nous verrons dans un second temps comment décrit-il leurs habitudes. Alors, merci Tom pour cette introduction. Elle est bien construite. Il y a des efforts qui ont été faits par rapport à la dernière fois. Tu as bien cerné les enjeux. Donc, l'hypothèse de lecture me semble, je dis me semble, parce qu'il faut que je vois encore les mouvements dans leurs détails, mais ça me semble être pertinent et être tout à fait correct et recevable. Moi, alors, pour l'introduction, ce qui a été bien sur celle que tu m'as proposée, c'est que très rapidement, tu as pu cerner les enjeux et dresser une présentation de la bruyère rapide mais efficace. Donc ça c'est bien ça. Alors, moi, ce que j'ai pu proposer comme introduction, elle est projetée, hein, je vais la lire. Dans sa forme finale, les caractères de la bruyère sont un recueil de remarques sous forme de maximes, de réflexions et de portraits présentés comme une simple continuation des caractères du philosophe grec Théophraste. Dans le livre 8 intitulé De la cour, Jean de la Bruyère fait le tableau satirique de la cour de Louis XIV et non Louise XIV. Alors attends, il y a une erreur là. Alors, nous analyserons ici la remarque 74 dans laquelle La Bruyère feint de peindre des courtisans avec un regard étranger. Sur mon hypothèse de lecture, tu vois, je suis pas très loin de la tienne. En quoi le recours au regard étranger permet-il à La Bruyère de faire une satire des courtisans? Bon, ça c'est mon hypothèse de lecture. Maintenant, par rapport à l'annonce de plan linéaire, alors, est-ce que tu peux me rappeler les mouvements que Alors, tu as choisis? nous allons voir dans un premier temps comment il nous parle des personnes que l'on peut rencontrer dans cette région. Et D'accord? nous verrons dans un second temps comment décrit-il leurs habitudes. C'est ça, absolument. En fait, ce que tu as fait, c'est que tu as compressé. Moi, par rapport à ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai pris dans un premier temps La Bruyère, dépeint de façon impersonnelle des mœurs dissolues. Puis dans un deuxième temps, des modes vestimentaires ridicules. Bon, toi, tu as un peu compressé les deux, et donc tu n'as pas fait de troisième mouvement, d'après ce que je comprends. Non. D'accord. Alors, dans un troisième temps, on aurait pu dénoncer l'hypocrisie à l'œuvre dans le rapport à la religion. Ça, c'est ce qui en découle jusqu'à la fin. Donc, on va procéder à la conclusion, là, parce que je voulais l'entendre. Est-ce que tu as pu trouver une conclusion? Oui. Alors, après avoir étudié le fragment 74 du livre 8 des caractères de la bruyère, nous pouvons voir qu'il décrit les vieils hommes comme de bonnes personnes et les jeunes sont l'opposé. Ils passent leur journée à boire et à être durs. Les femmes, quant à elles, passent leur temps à se maquiller et à s'apprêter de belles robes. Il est décrit comme des êtres religieux qui passent leur temps à aller à l'église pour prier. Le fragment 74 du livre 8 peut se référencier au Misanthrope de Molière, où est dénoncé dans celui-ci l'hypocrisie des courtisans. Très bien. Très bien. Alors, je trouve que bon, tu as bien cerné les enjeux, encore une fois, dans la conclusion. Donc, elle a bien son rôle de résumer avec un dépassement. Pour le dépassement, c'est-à-dire là, le parallèle avec Molière, c'est assez intéressant, mais on aurait pu rester dans le domaine argumentatif, donc avec les lettres persanes de Montesquieu, où le regard satirique d'Ouzbek sur les mœurs et les institutions françaises peut être rapproché de celui de La Bruyère. Bon, on aurait pu faire un parallèle comme ça. Alors, et sinon, j'ai des points, que des points positifs à te donner. Alors, plutôt que l'attaque directe, ce que j'ai mis, c'est que La Bruyère use d'un moyen indirect pour faire la satire de la cour, celui du regard naïf d'un étranger. Ainsi, il permet de mettre à jour les excès de la cour, les plaisirs des sens, les excentricités féminines diverses,
et les périgles ridicules. Alors, il en va de même pour le rapport à la religion, où les rites figés et ridicules dissimulent mal la subordination de tout un peuple au roi, et le choix du regard étranger de la Bruyère annonce, quelques années plus tard, le regard satirique d'Ouzbek sur les mœurs et institutions françaises dans les lettres persanes de Montesquieu. On aurait pu conclure ainsi. Maintenant, par rapport à l'analyse point par point, alors ce que je te propose dans le temps imparti, c'est-à-dire il nous reste 15 minutes, c'est de rentrer dans l'analyse. Alors, est-ce que tu peux m'analyser le premier mouvement, c'est-à-dire ça va de l'on parle d'une région à que de boire de l'eau forte. Alors, hum, donc, les personnes sont décrites comme de bons civils, polis et galants, tandis que les jeunes sont au contraire des personnes hum, euh, de mauvaise compagnie. Oui, mais c'est-à-dire, c'est bien, mais en gros, est-ce que on a un regard binaire un petit peu sur la société? On a d'une part les adjectifs attributs galant, poli, civil, qui eux vont être attribués aux vieillards, et d'autre part dur, féroce, sans mœurs ni politesse, qui eux vont caractériser les jeunes gens. Est-ce que tu es d'accord sur cette Oui, opposition binaire? oui, On pourrait commencer par là. On pourrait dire que le regard posé sur les deux générations conduit à une vision binaire de la société. Et comme là, il faut toujours mêler fond et forme, bah, on relève les adjectifs attributs. Donc on en a pas mal, galant, poli et civil. Eux, bah, c'est les vieillards, hein. Et ensuite, par rapport aux jeunes gens, on a dur, féroce, sans mœurs, ni politesse. Bon, ça c'est pour les jeunes gens. Alors maintenant, par rapport aux jeunes gens, est-ce qu'ils ont une qualité quand même les jeunes gens ou est-ce qu'ils sont totalement perdus? bah, ils aiment les femmes. C'est ça, ouais, très bien. Les jeunes gens sont, en fait, ils semblent être un peu, tout est quand même de cette qualité-là, c'est qu'ils se trouvent affranchis de la passion des femmes. On reprend ici la Bruyère. Et il semble donc raisonnable. Mais par rapport à cette apparente qualité, il y a quand même une explication critique. En fait, il ne s'intéresse pas aux femmes, car il leur préfère des repas, des viandes et des amours ridicules. Bon, ça peut être intéressant à relever. Donc, les jeunes gens semblent toutefois être dotés d'une qualité. Alors, il se trouve, là je cite, hein, il se trouve affranchi de la passion des femmes et semble donc raisonnable. Ça, c'est ce qu'on pourrait dire. Mais pour moi, à cette apparente qualité correspond une explication critique. Et là, on pourrait citer ce passage-là. Il leur préfère des repas, des viandes et des amours ridicules. Donc, ça vient quand même en opposition avec ce qu'on vient de dire. Après, par rapport à la satire de l'ivrognerie, est-ce que tu as des choses à me dire? Bah, les jeunes sont décrits comme des personnes qui passent leur temps à boire. C'est ça. Et est-ce que tu peux me relever un peu le champ lexical de la boisson? Donc, vin, Ouais, eau-de-vie, c'est ça. liqueur, Bien. boire Ouais. et eau forte, Oui, il y a des bauches aussi. Donc, les effectivement, bouches.
On a une satire de l'ivrognerie ici, qui est marquée par le champ lexical ou l'isotopie de, euh, avec, par exemple débauche, eau de vie, des eaux de vie ou les liqueurs les plus violentes et pourquoi pas encore l'eau forte. Voilà. Ça, tout ça va nous rappeler ce champ lexical qui sert ici à accentuer quand même la présentation de mœurs dissolues. Donc en réalité, comment on pourrait nommer ce premier mouvement? Pour moi, c'est la présentation de mœurs dissolues. Elles sont elles sont assez dissolues. Alors, bon, ça c'est un petit peu l'analyse rapide de ce mouvement-là. Maintenant, on passe au deuxième mouvement, la description des faits de mode ridicules. Donc là, ça va de les femmes du pays à qu'on ne connaisse les hommes à leur visage. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Les femmes, elles passent leur temps à s'apprêter. Ça, ensuite, Hum, Elles se maquillent beaucoup jusqu'à ce qu'elles ne veulent ça, plus voir apparaître une d'accord. partie de leur corps. Mais qu'est-ce qu'il dit? En gros, l'auteur, il se place comment? Il se place pas, tu trouves pas qu'il se place dans un regard un peu étranger? Bah, ils critiquent tout le monde. C'est ça, ouais. Il critique tout le monde et en fait, il s'intéresse, dans la mesure où il s'intéresse aux femmes du pays et à leurs coutumes, ainsi qu'à ceux qui habitent cette contrée, ayant des cheveux étrangers, mais en fait, il se place un petit peu comme un ethnologue, en fait, hein, qui va venir étudier une culture étrangère. Bon. Donc, on peut dire ici que l'auteur se place dans, dans un regard étranger. Entre parenthèses, on ne va pas le rapprocher d'un ethnologue, celui qui analyse les mœurs ou une culture étrangère. Et là, il a un regard quand même son regard distancié lui permet de dénoncer le ridicule des faux semblants. Bon, donc ça, c'est bien, parce que son regard, tu l'as rappelé, hein, son regard distancié lui permet de dénoncer le ridicule des faux semblants et l'hypocrisie de la cour aussi. L'hypocrisie de la cour. Ensuite, les femmes, effectivement, c'est juste, elles sont d'abord ciblées. Donc leur âge et leur beauté, elles vont déclinant. Ok. Elles usent alors d'artifice qu'elles croient servir à les rendre belles. Là, je le cite. Et le verbe croire ici, à mon sens, est chargé d'ironie, puisqu'il sous-entend que la beauté fait défaut à ces femmes en dépit de ce qu'elles imaginent. Bon. Du coup, la description physique, en réalité, s'attache aux parties du corps maquillées, les énumérations, leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils, leurs épaules et leurs gorges, leurs bras et leurs oreilles ont un effet comique et confirment le mauvais goût des femmes qui ne laissent aucune place au naturel. Alors, c'est assez misogyne, mais c'est l'époque. Alors, sont d'abord ciblés. Leur âge et leur beauté vont déclinant. Donc, elles usent d'artifice. Alors, elles croient servir à les rendre belles. Et ici, le verbe croire est chargé d'ironie. En fait, il sous-entend que la beauté fait défaut à ces femmes. La beauté fait défaut à ces femmes. Après, bien évidemment, il y a toute une description physique, mais on va pas trop s'attarder là-dessus. Je pense que tu l'as compris. Description physique par rapport aux parties du corps qui sont maquillées. En fait, il les singe un petit peu. Il y a des énumérations, etc., etc. Enfin, elles sont assez simples à relever. Alors, en fait, elles se déguisent. Donc, on pourrait dire ça. Il y a aussi le champ lexical du déguisement. Je vais peut-être le noter quand même. Champ lexical du déguisement avec
de cacher, on a de ne pas se montrer assez, etc., etc. De ne pas se montrer assez. Alors, effectivement, et enfin, la naïveté du regard étranger, donc, transparaît à mon avis dans l'emploi des verbes, et ainsi le verbe peindre est utilisé au lieu du verbe maquiller, donc peindre leurs lèvres, ce qui fait sourire et permet de dénoncer la grossièreté de ces femmes. Bon. Alors, en fait, ce regard étranger, il vient observer avec une distance moqueuse la physionomie des habitants. Il y a beaucoup de périphrases, hein. L'expression ceux qui habitent cette contrée désigne les courtisans, l'épaisseur de cheveux étrangers désigne leur perruque, etc. Bon, l'apparence physique, de toute façon, de manière générale, des courtisans, elle est assez excentrique, donc plutôt mystérieuse, au point qu'ils ne sont pas reconnaissables. Bon. Donc, en fait, il faut se rappeler que l'imitation de la nature, c'est un principe clé du classicisme. L'honnête homme du XVIIe siècle doit fuir les artifices. Donc en fait, le reproche adressé aux courtisans par la Bruyère est donc assez sévère. Donc ça, on peut le noter. L'imitation de la nature égale principe clé du classicisme. Donc l'honnête homme du XVIIe siècle doit fuir les artifices. Donc ça c'est la position de la Bruyère en réalité. Maintenant, par rapport au troisième mouvement, on n'aura pas le temps de le terminer, mais qu'est-ce que tu peux me dire sur de ces peuples d'ailleurs à la fin de la remarque en fait? Ça c'est un mouvement sur l'hypocrisie du rapport à la religion. Bah donc, ils sont en majorité, ils sont en majeure partie du temps à l'église. Ah pardon, à l'église? Bah, ils sont souvent à l'église, oui. C'est ça, Euh, ils passent leur temps à prier leur Dieu, c'est ça. Donc en fait c'est un mouvement qui parle de quoi? En gros, hein. de la C'est quoi religion comme considération? C'est des considérations esthétiques, morales, religieuses? religieuse. C'est ça, c'est des considérations politico-religieuses. Parce que, et ça concerne toujours ces peuples d'ailleurs, ces espèces d'indigènes dans la bouche de la bruyère. Donc le regard étranger, effectivement, tu as raison, s'exerce à comprendre une réalité qui est pas du tout la sienne en fait, hein. Il prend pour des précautions langagières, il utilise surtout ces précautions langagières pour désigner ces réalités qu'ils nomment, qu'ils appellent, paraissent, les gens du pays le nomment. Donc l'auteur, il prend ses distances quand même avec le spectacle observé, notamment par l'usage du possessif leur. Le regard étranger est surpris du double pouvoir qui s'exerce dans cette société. Leur Dieu et leur roi, la coordination de ces deux entités qui portent une majuscule, suggère l'égale importance de Dieu et du roi dans cette société. L'auteur, il note ici pourquoi pas des traditions curieuses, il y en a pas mal, les rassemblements quotidiens pardon, des grands de la nation dans une église, effectivement. Et en fait, il est un petit peu spectateur de cette tradition religieuse, dans la mesure où il décrit l'organisation de la messe, il y a tout un champ lexical de la religion qui est assez présent, autel consacré à leur Dieu, église, saint, adoré, prêtre, etc., etc. Mais la tournure impersonnelle, les tournures impersonnelles de toute manière de la fin de ce passage rappellent que le regard étranger permet on pourrait dire une critique de la société, mais surtout une critique distanciée en réalité. Bon. Et surtout, de manière générale, ce qu'il faut retenir sur cette fin de remarque 74, c'est que c'est précisément la subordination qui est visée. Il y a un système de balancement, l'explication est apportée. Ce peuple paraît adorer le prince et le prince adorer Dieu. Bon. Donc en fait, aux yeux de l'étranger, c'est ce que je vais marquer, la société est caractérisée par une hiérarchie. Il y a une dépendance au prince qui se retrouve au centre de toutes les attentions. C'est la plus grosse critique qu'il fait dans cette fin de remarque. Donc c'est la subordination qui est visée. Donc, alors, ce peuple paraît adorer le prince
Et le prince adorait Dieu. Alors, donc, aux yeux de l'étranger, cette société est donc caractérisée par une hiérarchie. Donc, il y a, voire une dépendance au prince qui se retrouve au centre de toutes les attentions. Bon, ça c'est important à mon avis de le rappeler. Donc en conclusion de ce mouvement, parce que je prends quand même le temps de faire la conclusion, c'est pour que ça soit un petit peu complet. On pourrait dire que la mention géographique finale, il est à quelques 48 degrés d'élévation du pôle et à plus d'1100 lieues de mer des Iroquois et des Hurons, confirme que la cour des peintres dans ce texte est utopique, hein. Donc en fait, il critique indirectement les incohérences de ses contemporains. Alors, via, euh, par le biais d'une utopie, hein. Et là, CF, mention géographique finale. Voilà, bon. Moi, la conclusion, je l'avais écrite, je crois. Ouais, elle est là, donc je la mets à la fin. Et c'est bien, on a fini à l'heure. Écoute, est-ce que tu as des questions, Tom? Hmm. Non? Non. Alors très bien. Bah écoute, je te souhaite une bonne journée. Je t'envoie le diaporama Bah, en vous aussi. journée. Merci à toi et merci Merci. de tes efforts. Au revoir. Au revoir.